On vous avait dit qu'il ne voulait pas que TV Liberté parle à des millions de Français à quelques mois de l'élection présidentielle. Alors, un rapport présenté au Sénat par Laurent Lafont, macroniste, Agnès Evren, les Républicains et une socialiste, propose de lutter non seulement contre les ingérences étrangères, mais aussi contre une nouvelle notion, l'ingérence intérieure. Et ce glissement est criminel. À défaut de convaincre les Français, le bloc central et les restes de la Macronie imposent la suspicion envers ceux qui contestent sa politique délétère. Demain, les médias alternatifs, TV Liberté en tête, des associations, des intellectuels ou des opposants pourront être soupçonnés d'influencer le débat public. Or, dans une démocratie, influencer les citoyens par les idées est un droit, pas un délit. Sous couvert de lutter contre la désinformation, certains veulent mettre en place un dispositif de surveillance, de contrôle idéologique et menacent le pluralisme et la liberté d'expression. Va-t-on les laisser faire ? Vont-ils réussir leur coup de force ? Le soutien à TV Liberté est aujourd'hui, plus crucial que jamais. Parce que défendre TV Liberté, c'est défendre le droit de chacun à une information libre et au débat démocratique. Il vous reste que quelques jours seulement pour que TVL soit au rendez-vous de 2027, parce que c'est cela l'enjeu. Bonjour et bienvenue dans ce second volet de l'enquête sur la mort d'Éric Denessé. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien correspondant dans la description de cette vidéo. Nous avons vu précédemment comment Éric Denessé a été retrouvé par sa sœur dans sa propriété de Serraval et les premières conclusions de l'enquête policière. Et nous poursuivons avec les doutes qu'entretient sa famille et ses proches sur lesdites conclusions. Éric Denessé, spécialiste du renseignement, est découvert par sa sœur dans sa voiture, une carabine à ses côtés. Mais sa famille et ses amis ne peuvent imaginer que cet homme se soit donné la mort. D'autant que les incohérences ne manquent pas dans cette affaire. Je crois que le lendemain, on est allé dans la maison et tout avait été nettoyé. Les poubelles étaient vides, le frigo était vide, tout était parfaitement nettoyé. Comme si quelqu'un avait voulu enlever des preuves. Et ça, moi, ça m'a choqué. J'ai regardé toutes les poubelles étaient vides, rien, alors qu'il vivait dedans toute l'année. Alors, c'était quelqu'un de très propre. Mais de là à ce que tout soit nettoyé comme ça, c'est quand même surprenant. Et il la garait jamais à cet endroit-là. C'était quelqu'un de très méticuleux, très organisé. Sa voiture, il l'a garée d'une certaine façon, elle était toujours garée de la même manière. Et là, elle était garée en plein milieu de la cour. Si nous, on s'était garé comme ça sur sa cour, il nous aurait fait remonter dans la voiture, il nous aurait fait nous regarer correctement. La carabine était à côté de lui, alors que pour se suicider avec une carabine Wallon-Rifle dans une voiture, il faut coincer le socle de la carabine là-bas, si vous voulez, par terre. On la coince avec les pieds, on tient avec les deux mains le fût, on appuie sur la gâchette après avoir mis le canon du fusil sous le menton. C'est le seul moyen pour se suicider avec une Wallon-Rifle. Bon. Or, d'après ce qui se dit, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est là. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas d'empreinte de ses mains sur la carabine, là où normalement il aurait dû tenir la carabine pour tirer. Alors, pas d'empreinte. S'il a des gants, il n'y a pas d'empreinte, puis il n'avait pas de gants. Il était main nue. Alors ça, c'est un peu surprenant. Un coup de carabine sans empreinte sur l'arme ? Cela reste possible, mais paraît effectivement étonnant. Dans une voiture fermée, l'air circule peu. Certes, il faisait chaud et humide ce 9 juin 2025, date présumée de la mort d'Éric Denessé. Mais sur une surface comme le métal lisse, les empreintes restent longtemps. Comment expliquer s'il s'avère cet élément ? Jusqu'alors, le juge chargé de l'enquête ne s'est pas prononcé sur ce point. Pas plus que sur les autres, d'ailleurs. On est au courant de rien du tout. Vraiment de rien du tout. Et avec mon petit frère qui est revenu au mois de août de l'année dernière, on a porté plainte tous les deux. On n'a même pas eu de compte rendu, on n'a rien eu. Pour le moment, aucune réponse n'a été donnée par le juge. De quoi continuer d'alimenter les soupçons de la famille et des proches. J'ai envoyé un premier courrier au tribunal judiciaire d'Annecy.
parce que l'a envoyé au mois de novembre. Donc je lui ai envoyé un courrier le 4 novembre, un courrier circonstancié, décrivant un petit peu ce qu'était Eric, puisque cette personne devait pas le connaître, et je lui ai envoyé les témoignages d'Yves Bonnet, les témoignages d'Anne Juillet en même temps, dont j'avais des écrits. Moi j'ai voulu aller reconnaître le corps, parce que je l'ai fait déjà dans ma famille, et pour dire au revoir à la personne. Et ce qu'on s'est étonné, c'est qu'on m'a déconseillé d'y aller. On m'a dit, bah non, le corps est trop esquinté, on va le mettre dans le cercueil, on refermera le cercueil et vous ne verrez pas le corps. Si ma femme, elle, ne souhaitait pas voir son frère, vu l'état dans lequel il était, en tout cas, moi, je souhaitais le voir, quoi. Et c'était un peu mon intention de voir si... Est-ce qu'il aurait pris des coups? Est-ce qu'au niveau de son visage, il aurait été blessé ou des blessures sous les yeux ou au niveau du nez ou peut-être à la mâchoire, des choses comme ça, quoi. La gendarmerie a dit que pour des raisons... Il est vrai que c'était 2 jours après la mort et qu'il était resté dans l'automobile. Donc évidemment, il fallait le mettre rapidement en pierre. C'est logique et c'est tout à fait acceptable comme explication, mais enfin c'est dommage. Effectivement, que son beau-frère n'ait pas pu le voir. Il y a juste sa sœur et sa nièce donc, qui l'ont vu, mais de l'extérieur de l'auto, qui était fermée à clé. Le principal argument des gendarmes pour étayer la thèse du suicide est que la victime a été retrouvée à l'intérieur de l'habitacle, portière fermée. Problème, il est impossible de savoir si ces portières ont bien été fermées par la télécommande de la voiture ou par un outil de piratage. En effet, il est tout à fait possible de copier le code d'un boîtier électronique de fermeture et de contrôler le verrouillage d'un véhicule. Les malheureux touristes qui en ont fait les frais lors de vacances à la plage en savent quelque chose. Le niveau de protection d'une voiture face à ces piratages dépend beaucoup du modèle. Éric Denessé roulait, lui, en Renault Kadjar. Or, ce modèle fait justement figure de parent pauvre de la marque en ce qui concerne la protection aux copies de boîtiers. Renault recommande d'ailleurs fortement à ses utilisateurs de conserver ledit boîtier dans un étui imperméable, comme une pochette Faraday, et d'éviter de les laisser près d'une porte ou d'une fenêtre. Le fait que l'on ait retrouvé Éric Denessé dans une voiture aux portières fermées ne prouve donc pas que lui seul ait pu verrouiller les accès. Il est tout à fait possible qu'un tiers s'en soit chargé de l'extérieur. L'élément principal apporté par les enquêteurs s'effondre. Et, à côté de lui, surgissent évidemment les doutes et les zones d'ombre, comme cette étrange absence de relevé d'empreintes sur la voiture. Il n'y a pas eu de prise d'empreinte. Au niveau de la voiture, il n'y a pas eu de prise d'empreinte. Il n'y a pas cette poudre qui permet de faire le relevé des empreintes sur les véhicules. Moi, je l'ai examiné, le véhicule, parce qu'il est resté longtemps ici, donc j'ai eu le temps de le voir. Donc ça, pour nous, ça a été un étonnement. Et puis, il y a les raisons assez floues qui auraient poussé le chercheur au suicide. Le journaliste Tigran Yegavian interpelle au sujet du vide juridique qui entoure le Centre français de recherche du renseignement, ou CF2R, véritable bébé d'Éric Denessé. L'organisme n'a pas de légataire désigné et personne ne peut plus accéder à sa messagerie ni revendiquer quoi que ce soit de sa propriété intellectuelle. Le CF2R se trouve donc en état de mort cérébrale. Il ne peut plus fonctionner ni être repris. Or, Éric Denessé avait mis 300 000 € de sa fortune personnelle pour faire fonctionner le centre. Peut-on croire qu'il l'ait laissé s'effondrer de la sorte, ne laissant aucun ressort à qui voudrait le reprendre? Pour ses anciens collaborateurs et ses proches, un personnage tel qu'Éric Denessé, un vrai battant, ne laisserait pas l'œuvre de sa vie disparaître aussi facilement. La thèse du suicide m'a paru d'emblée impossible parce que je connaissais bien Éric et qu'il n'était pas dépressif, il n'avait aucune raison, il n'avait pas de souci d'argent. Et donc, il n'avait aucune raison de vouloir se suicider. C'était un grand patriote d'abord. Je tiens à insister sur cet aspect des choses. Il était discret sur son patriotisme, mais c'était quelqu'un qui
défendait la France. Et bien entendu, ça nous rapprochait énormément parce que je partageais cet amour de la patrie qu'il faut diffuser chez tous les Français et qu'on peut réveiller très facilement parce que cet amour de la patrie, il est présent même chez des Français qui ne manifestent pas tous les jours à ce sujet. Tous ceux qui le connaissaient peinent à accepter l'hypothèse du suicide. Partant de là, il ne reste que la piste de l'assassinat pour expliquer sa mort. Mais pouvait-on en vouloir à ce point à Éric Denessé? Des personnes suffisamment puissantes et organisées ont-elles vraiment pu l'abattre? C'est un garçon qui travaillait en solitaire, ça c'est vrai, qui avait une bibliothèque formidable, il connaissait le monde entier sur le plan du renseignement, il a un énorme travail de compilation, de réflexion et autres, donc il travaillait sur tout ça, et dans ce cadre-là, il s'était intéressé à des affaires en France, qui étaient des affaires extrêmement sensibles, comme vous savez, on a parlé pour lui effectivement l'affaire Alstom par exemple. On avait dénoncé cette vente de la partie turbine aux États-Unis, à General Electric, et donc ça avait été également argumenté. Et sur ce sujet, Éric a été, en dehors de cette présence à ce colloque, il a fait un énorme travail de documentation justement pour expliquer comment on avait bradé un bijou technologique français dans des conditions inadmissibles et que, comme ces conditions étaient inadmissibles, il fallait les dénoncer et attaquer. L'affaire Alstom, une véritable bataille politico-industrielle qui a fait rage entre 2013 et 2025. Les protagonistes, la France, toujours prompte à abandonner ses intérêts nationaux, et les États-Unis, ès-qualité de prédateurs voraces. Si vous voulez, l'affaire Alstom, elle est très simple, l'affaire Alstom. C'est les Américains qui contrôlent, qui sont leaders dans le marché des turbines dans le monde, dans tous les domaines, sauf une turbine, la turbine Arabelle, qu'a développée les Français. Cette turbine, elle équipe nos sous-marins nucléaires, quand même. Donc c'est pas rien, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe ? Les Américains disent on ne peut pas laisser aux Français le leadership dans un type de turbine où il en faut pour nous. Les Américains vont alors mener une guerre commerciale sans scrupules à leurs prétendus alliés français. On va utiliser General Electric France, bien entendu. On va utiliser des banques d'affaires très importantes connues sur Paris. On va utiliser des hommes d'affaires, des hommes politiques, des journalistes. On va manipuler l'information. Une fois leur propagande qui tourne à plein régime, l'oncle Sam passe à l'étape supérieure. Ils arrêtent aux États-Unis le vice-président de la Société pour l'Asie, c'est pas rien quand même, Frédéric Pierucci. Ils le font descendre de l'avion à l'aéroport. Ils le mènent devant un juge d'instruction qui lui dit « Nous savons que vous êtes un corrompu parce que vous avez corrompu plein de gens. » Il dit « C'est pas vrai. » Et l'autre lui dit « Regardez, j'ai une pile d'1 mètre là, d'interceptions faites par la NSA qui montre que vous n'êtes pas clair. Et donc je vous mets en prison de haute sécurité. » Le département de la justice des États-Unis va alors exercer une pression étouffante sur le président d'Alstom, Patrick Cron, afin de le contraindre à vendre la filiale Power, celle-là même qui fabrique les fameuses turbines. La direction, pour sauver sa peau, parce que eux, on leur dit, vous partez en prison aux États-Unis, ou vous ne pourrez plus jamais aller aux États-Unis, ce qui, pour des hommes d'affaires à très haut niveau, est un problème énorme. Donc, ils vont faire céder les dirigeants, à commencer par le président, qui va laisser tomber son directeur qui est en prison quand même, et qui est en prison de haute sécurité avec des voyous. Ils vont laisser tomber pour essayer de s'en sortir. Power sera finalement vendu au géant américain General Electric avec la complicité de plusieurs banques d'affaires et probablement celle de politiques français. Pierucci va être libéré et les Américains vont garder Alstom. Les turbines Arabelle d'Alstom. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les sous-marins atomiques français, quand on veut avoir des turbines, on dépend des Américains. Et si on voulait vendre des sous-marins non nucléaires équipés de turbines Arabelle à l'étranger, il faudrait qu'on demande l'autorisation des Américains du fait de la loi ITAR. Donc, si vous voulez, on est piégé totalement. General Electric
va ensuite revendre à EDF les fameuses turbines en ayant, au passage, récupéré la technologie qui leur manquait pour les fabriquer. Alors, la fin de l'histoire, c'est que Pierucci, quand il va après, lui, libérer, va s'occuper avec d'autres en disant il faut récupérer les turbines. Et on va effectivement, d'abord, General Electric ne tiendra pas ses engagements. Il faut le savoir quand même, engagement de personnel, engagement de tout. Il ne tient aucun des engagements qu'il avait prévus, ce qui est un scandale, un deuxième scandale, si vous voulez. Et ils vont nous revendre les turbines à un prix supérieur à celui auquel on les a vendues à General Electric, et la France va les racheter. Mais entre-temps, ils ont récupéré tous les brevets, tous les droits et tout. Donc, si vous voulez, c'est une opération dans laquelle on a tout faux. Éric Denessé s'était particulièrement intéressé à cette histoire. Il avait tenté de déceler si des affaires de corruption n'avaient pas également entaché cette affaire, tant les personnalités politiques françaises qui devaient forcément donner leur aval, ont opposé une résistance pour le moins faiblarde à ce véritable camouflet pour notre pays. Une commission d'enquête a même été lancée à l'Assemblée. Elle était dirigée par Olivier Marleix, lui aussi suicidé, selon la thèse officielle. Denessé s'était beaucoup intéressé à Alstom, comme des journalistes d'investigation, mais lui s'y est vraiment beaucoup intéressé. Une des questions, c'est de se dire, est-ce que par hasard, ou par ses informateurs, il ne serait pas tombé sur les commissions d'Alstom. Et là, évidemment, on comprend très bien que l'enjeu étant tellement important, dans ces conditions-là, ça ne serait pas la première fois que celui qui a découvert quelque chose disparaisse. Une opération barbouze pour éliminer un informateur gênant ? Possible. Et ce n'est pas la seule hypothèse qui s'échafaude pour expliquer la mort d'Éric Denessé. Début juin, le président du CF2R avait rencontré un correspondant français qui avait passé 2 ans en Ukraine. Au plus près des affrontements, mais aussi des cercles décisionnels locaux, cet informateur avait tiré de son expérience toute une série d'éléments qui mettaient à mal la thèse d'une agression sauvage et expansionniste de la Russie, ainsi que d'une défense héroïque et légitime de l'Ukraine. Ce que j'ai appris, il avait rencontré tout de suite début juin, à Albertville, un correspondant qui venait d'Ukraine. Je ne lui donne pas le nom, il m'a dit pas le citer. Bon. Et qui a écrit un bouquin sur qui avait passé 2 ans en Ukraine, qui avait écrit un bouquin complètement sur l'Ukraine, tout ce qu'il avait vu. Et il a rencontré Éric à Albertville, ils ont déjeuné ensemble, et ils ont échangé sur le site. Et Éric l'a dit, votre bouquin il est génial, moi vis-à-vis de CF2R, je vais en faire la promotion. Et ils ont échangé le dimanche, dans la journée, par mail. Nous avons retrouvé cet informateur. Dès l'annonce de la mort d'Éric Denessé, il a fui à l'étranger, par crainte de subir le même sort. Il n'a bien sûr pas souhaité s'exprimer publiquement, mais il confirme la version avancée par le père d'Éric. Selon lui, la publication du livre aurait permis à Éric Denessé de se réhabiliter auprès d'un certain nombre de personnalités. Ces dernières seraient devenues hostiles aux recherches du CF2R, l'accusant de militantisme pro-Kremlin. Toujours selon cet informateur, la rencontre et le projet de publication constituaient une bouffée d'air frais pour l'association. Il n'y a donc aucune raison pour qu'Éric Denessé se soit laissé envahir par le désespoir, maintenant qu'il pouvait donner un nouvel élan à sa structure. La crainte ressentie par cet informateur semble partagée par la plupart des anciens collaborateurs de Denessé. Nombre de membres du CF2R avaient rendez-vous avec Éric Denessé fin juin pour poursuivre les travaux du centre. Ils s'étonnent donc de l'étrange chronologie des faits. Pourquoi leur président se serait donné la mort avec tous les projets qu'il attendait ? Contactés par nos soins, ces autres membres n'ont cependant pas souhaité s'exprimer sur la mort d'Éric Denessé. Ils préfèrent rester discrets et ne pas voir leur nom ni même leur qualité déclinée de manière publique. Je sais qu'il y a une liste qui est sortie en Ukraine, la liste Mirovorets, si je ne dis pas de bêtises, dans lesquelles il était directement ciblé. Son discours posait problème. Ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que pouvaient dire l'OTAN, le gouvernement, l'Europe, c'était même exactement l'inverse. Éric Denessé figurait en effet sur la liste de la plateforme Mirovorets. Ce site internet recense tous les ennemis déclarés de l'Ukraine. Espions et commandants russes, bien sûr,
mais aussi des journalistes et des chercheurs, ainsi que des hommes politiques. Donc il a été mentionné d'ailleurs sur un site ukrainien qui relevait tous ceux qui étaient anti-ukrainiens dans le monde et il menaçait de les tuer. Il était même précisé sur ce site que ces gens-là devaient être assassinés parce qu'ils étaient hostiles à l'Ukraine. Il était sur la liste de Mirovac. Il était noté dessus. Et donc il y a Mariani qui est dedans, il y avait Marine Le Pen qui était dedans, etc. Et ce papier, au niveau du gouvernement français, le possède. Ils ne sont pas intervenus. Et si cette autre piste méritait d'être examinée, une piste qui conduit loin de Paris et qui relance les interrogations sur les réseaux capables d'opérer bien au-delà des frontières de l'Ukraine, direction l'Espagne. Là-bas, un homme vit sous protection policière depuis plusieurs années. Opposant ukrainien en exil, Anatole Chary affirme avoir été visé à plusieurs reprises par des tentatives d'assassinat. Dernier épisode en date, des tirs au fusil automatique sur sa voiture en mars 2024 alors qu'il se trouvait avec sa compagne. Chary accuse le président ukrainien Zelensky d'être à l'origine de cette attaque. Au fil des investigations menées par les autorités espagnoles, plusieurs noms émergent, effectivement, en provenance de l'Est. Selon certaines informations, 2 hommes filmés ce jour-là par les dispositifs de surveillance pourraient être impliqués. Il s'agit de ressortissants ukrainiens installés en France. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En remontant les liens familiaux et relationnels, apparaît également le frère de l'un des suspects. Lui aussi réside en France. Lui aussi présente un profil qui, à tout le moins, interpelle les observateurs qui s'intéressent au dossier. Un réseau de relations qui dessine un cercle fermé, où les connexions personnelles, familiales et idéologiques semblent s'entrecroiser. Certains observateurs estiment que plusieurs de ces individus gravitent dans les milieux proches du nationalisme ukrainien ou de structures liées au renseignement. Des éléments qui, pris isolément, ne prouvent rien, mais qui suffisent à alimenter les soupçons. Car lorsqu'un groupe est capable d'organiser une opération à l'étranger contre un opposant politique, une question se pose naturellement. Ces activités se limitent-elles à cette seule affaire ? Ou bien ces membres peuvent-ils intervenir dans d'autres opérations, sur d'autres territoires, contre d'autres cibles ? C'est précisément à cet endroit que certains font leur rapprochement avec l'affaire de Nessé. Aucune preuve publique ne permet aujourd'hui d'établir un lien. Aucun élément connu ne relie formellement ces 2 dossiers. Mais pour ceux qui défendent cette hypothèse, une vérification élémentaire s'imposerait. Si les entités des protagonistes sont connues, où se trouvaient-ils au moment des faits ? Leurs déplacements ont-ils été reconstitués ? Leur communication analysée ? Leur téléphone localisé ? Autant de questions auxquelles seule une enquête approfondie pourrait, en théorie, apporter des réponses. Mais, visiblement, elle n'a pas été menée par la justice française. Pourquoi ? A-t-on estimé qu'il s'agissait d'une perte de temps ? A-t-on préféré se vautrer confortablement dans l'hypothèse du suicide ? Ou a-t-on carrément été dissuadé, d'une manière ou d'une autre, de s'y intéresser ? À ce jour, toutes les hypothèses restent valables. Il s'agit pourtant là de vérifications basiques, inhérentes à toute affaire de ce type, et qui permettraient de fermer définitivement cette piste, ou de justifier des investigations supplémentaires. Les opérations attribuées jusqu'ici à des acteurs ukrainiens présentent généralement une caractéristique particulière. Elles ne cherchent pas nécessairement à passer inaperçues. Lorsqu'un adversaire est visé, le message semble souvent compter autant que la cible elle-même. L'objectif n'est donc pas seulement d'éliminer un ennemi, il s'agit également de rappeler aux autres qu'aucune distance géographique n'offre une protection absolue. Dans le cas de Nessé, et suivant cette logique, on pourrait se demander pourquoi masquer cette opération en suicide. Pourquoi effacer sa signature plutôt que l'exhiber ? Jusqu'alors, les opérations barbouzardes connues concernaient essentiellement des ressortissants ukrainiens ou russes. Aurait-on agi autrement dans le cas de Nessé ? À ce jour, la question demeure entière. Au cours de sa carrière, effectivement, il a touché à il a étudié de nombreux dossiers, le dossier ukrainien, et il est certain qu'il devait déplaire énormément aux Ukrainiens parce qu'il avait dénoncé certains mensonges, comme celui de Boutcha et d'autres, et
Et alors qu'au début, il avait effectivement insisté sur le fait que la Russie avait agi contre les lois internationales sur la souveraineté des États, mais très rapidement, il avait évolué sur ce sujet en étudiant les contrats et les traités internationaux. Et il avait dit, mais la Russie a été acculée par les États-Unis, qui utilisaient l'OTAN pour faire pression sur la Russie, à cette invasion, comme on l'a dit, de l'Ukraine, alors que ce n'est pas une invasion, ils voulaient mettre fin à la menace existentielle que les États-Unis, avec l'OTAN, faisaient peser de plus en plus fortement sur la Russie. Entre coïncidences troublantes, réseaux transnationaux, hypothèses concurrentes et absence de preuves publiques, cette piste demeure aujourd'hui un territoire d'interrogation. Ça a été balayé rapidement, sans aller dans ce que faisait Éric, ou ce que enquêtait Éric, ou ce que traitait Éric. Ça a été balayé très rapidement. Donc on cherche pas. Il n'y a eu aucune preuve que c'est un assassinat, je suis d'accord, mais il n'y a eu aucune preuve que c'est un suicide, parce que il n'y a eu aucun relevé d'empreintes digitales à la fois sur l'auto et sur la carabine, qu'il soit retrouvé 2 jours après comme ça là, dans sa voiture, il n'y a rien qui étaye vraiment définitivement la thèse du suicide. Tous ces questionnements, et surtout l'absence de réponse de la part de la justice, ont conduit la sœur et le frère d'Éric de Nessé à porter plainte. Son père, lui, hésite encore à franchir le pas. Alors, on m'a pressé, si vous voulez, au niveau d'un des anciens profs d'Éric qui lui avait fait passer son diplôme HDR. J'ai été pressé par lui en disant, monsieur Nessé, vous devriez prendre un avocat pénaliste. Bon. Moi, j'ai une amie avocate qui est ici qui m'a dit, tu vas prendre un avocat pénaliste. Combien ça va te coûter d'une part, sur le plan financier. Par ailleurs, c'est quelque chose qui va être très très long à faire pour gagner quoi derrière. Éric est parti, c'est pas ça qu'il fera venir. Je dis oui, mais moi je suis pressé quand même de savoir de quelle manière il s'est passé. Parce que pour nous, et dans notre esprit, au niveau familial, il s'est fait exécuter. C'est certain. Le suicide, c'est pas le caractère d'Éric, du tout. Qu'il ait été tué ou qu'il se soit réellement suicidé, Éric de Nessé laisse un grand vide dans la science du renseignement français. Car ce n'est pas seulement un esprit libre que la France a perdu, mais également un chercheur qui osait nager à contre-courant, critiquer la doxa des médias subventionnés, tailler en pièces les discours lénifiants sur le président ukrainien. Les Français auraient mérité de disposer encore de ces analyses, tout comme ses proches méritent l'attention que doit porter la justice à toute affaire potentiellement criminelle.